bonjour à toutes et tous, à distance et ici dans cette magnifique salle. Effectivement, pour rentrer dans la matière des risques technologiques dont nous allons traiter aujourd'hui, une petite présentation qui sera d'abord basée sur ce que nous dit le retour du terrain, donc sur ce que nous disent les accidents, les incidents industriels que l'on recense sur le territoire, et puis quelques perspectives également de la manière dont nous essayons, service de l'État responsable de la police de ces installations, de prendre en compte toutes ces évolutions qui ont été présentées en introduction pour faire évoluer la manière de travailler et de travailler ensemble. Donc, sur l'accidentologie récente, un très court extrait, mais je pense que vous pourrez tous vous y reporter, du bilan annuel qui est préparé par un bureau de la DGPR, le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles, le BARPI, que vous pourrez d'ailleurs retrouver à l'Agora, et pour vous en tirer la substantifique moelle. D'abord vous dire que les risques industriels importants sont un sujet qui concerne tous les territoires, puisque là on vous a représenté de manière un peu schématique l'implantation des sites Seveso à la maille plus ou moins des départements. Et comme vous le voyez, on retrouve des grandes vallées industrielles et portuaires, mais pas que. Voilà, il y a vraiment des sites Seveso sur tout le territoire, et donc tous les citoyens, tous les élus sont concernés par ces questions. Alors, les éléments un peu de métrique, même si mesurer n'épuise pas toute la richesse des sujets, pour vous dire que d'abord, le but de notre métier, nous qui sommes donc chargés de la police, de l'inspection, de la réglementation de ces sites industriels à risque, c'est naturellement d'éviter les accidents majeurs. Donc on appelle accident majeur un accident qui a eu une certaine importance en termes de conséquences, soit conséquences humaines, soit matérielles, soit en termes de rejet d'une quantité assez importante de substances indésirables. Et comme vous le voyez, ce nombre d'accidents majeurs au cours des dernières années reste tout à fait maîtrisé sur le territoire national, et notamment quand on se compare à des pays européens voilà, un peu similaires comme l'Allemagne, tout à fait honorables au regard de notre parc. Le BARPI recense également les accidents d'une manière générale, donc ça c'est le graphe que vous avez sur la droite, et vous voyez que il y a une forme de stabilité dans le nombre d'accidents recensés dans les installations classées pour la protection de l'environnement, qui traduit en fait deux tendances différentes derrière cette stabilité. Il y a des progrès industriels dans un certain nombre de domaines pour maîtriser les risques à la source et éviter les incidents, les accidents. Il y a aussi, et je vous en parlerai, des secteurs qui ne sont pas forcément l'industrie très très lourde, mais des secteurs qui s'illustrent par une accidentologie croissante, et notamment en matière de gestion des déchets. Il y a un certain nombre de sites qui peuvent être des petits sites de la petite industrie et qui présentent un certain nombre de vulnérabilités. Et puis également, je dois saluer un progrès d'une manière générale de la transparence des industriels, puisqu'on voit qu'en fait, les déclarations à l'administration d'incidents ou d'accidents sont plutôt en hausse. Ça traduit une amélioration de notre point de vue d'une culture des risques industriels sur les sites eux-mêmes, puisqu'ils sont capables d'identifier les incidents, de les détecter, de les analyser, de les faire connaître à l'administration, et ainsi de nous permettre tous ensemble de progresser. Alors, les secteurs d'activité qui s'illustrent par en nombre d'incidents et d'accidents, comme je vous le mentionnais, le secteur du traitement des déchets est un contributeur assez fort, à plus de 14%. On retrouve bien sûr l'industrie un peu plus lourde, l'industrie chimique pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la métallurgie. Également, je dois mentionner le secteur de l'agriculture, élevage, qu'on va retrouver avec un certain nombre parfois d'accidents de type pollution. Donc, encore une fois, ce sont des données que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse d'en faire des analyses plus approfondies dans les publications de la DGPR et de son bureau, le BARPI. Alors, quelques points d'attention particuliers. Donc, les accidents principaux, ceux qu'on retrouve assez souvent, sans trop de surprises, et comme un peu les années précédentes, on va retrouver les incendies, et puis ce que j'appelle des rejets non maîtrisés de substances dans l'environnement. On va dire un peu brutalement une pollution. Ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes et qu'on voit en tendanciel, c'est le rôle des batteries au lithium
à l'origine de nombreux départs de feu. Et ça, on le voit à toutes les étapes de leur vie, quelque part, ces batteries au lithium, que ce soit au niveau des usines où elles sont produites ou reconditionnées ou entreposées, un certain nombre d'entrepôts également, où voilà, il y a dans les chaînes de valeur d'un certain nombre de métiers, à un moment on entasse des batteries et puis parfois ça prend feu. Et puis, comme je le mentionnais, au moment de leur traitement en tant que déchets, et donc le secteur du tri, du transit et du stockage final de déchets sont très marqués par cette accidentologie. 41 événements sur l'année 2023 quand même. Également, pour peut-être remettre en perspective des représentations qu'on peut avoir, puisqu'ici on est donc sur un territoire d'industrie lourde, avec voilà, de la chimie lourde, etc. En fait, dans le secteur de la chimie, on a en tête voilà, des accidents spectaculaires, type incendie, explosion, etc. Mais en fait, 80% de l'accidentologie relève plutôt d'une émission non maîtrisée de substances. Donc voilà, ça va être des choses moins visibles, peut-être moins spectaculaires, mais qui doivent être prises en compte et prévenues par notamment une formation appropriée des équipes. Également un focus, puisque ça a été indiqué par M. Brouillet en introduction, sur les effets NATEC. Alors NATEC, c'est un mot qui est la contraction de naturel technologique. Donc c'est l'effet d'un événement naturel sur un site industriel qui induit un accident de nature technologique. Par exemple, une tempête qui produit la perte du réseau électrique, qui va induire une difficulté dans le process, qui peut se traduire par un rejet à l'atmosphère, par exemple, d'une substance dangereuse, ou alors une inondation. Voilà. Alors, on a eu, bien sûr, je ne vais pas vous faire la météo, mais vous vous souvenez que nous avons eu très chaud en 2022, et donc il y a eu beaucoup d'événements liés aux fortes chaleurs, y compris des incendies de forêt voilà, qui sont allés fort près de sites à risque. Et par contre, nous avons eu un peu moins chaud l'année dernière, et donc beaucoup d'événements liés aux tempêtes, précipitations, et comme je le mentionnais, avec une attention particulière sur la résistance des réseaux électriques, notamment, qui sont extrêmement nécessaires à la sécurité des sites industriels. Et donc, les points d'attention que nous avons eu l'occasion de remettre en avant auprès des industriels, à la fois par des publications pédagogiques du BARPI, mais également par des actions d'inspection un peu plus pédagogiques, certes, mais un peu plus fermes de nos équipes, eh bien, c'est l'obligation légale de débroussaillement autour des sites Céveso, quand ils sont à proximité de forêts et de massifs à risque, et des interrogations qu'on pose finalement au site industriel sur qu'est-ce que vous seriez capable de faire en cas de perte de tous vos réseaux électriques. Est-ce que vous êtes autonome pendant 48 heures pour réussir à vous débrouiller par vous-même le temps que RTE, Enedis rétablissent les connexions autour de vous. Et donc ça, c'est une question qui est vraiment devant nous et sur laquelle on a un certain nombre d'indices qui nous font penser qu'il y a un peu de travail. Plus largement, dans les tendances de long terme du changement climatique, il y a cette question de l'usage sobre de la ressource en eau, sur laquelle nous avons travaillé ces 2 dernières années, avec à la fois une incitation aux industriels à avoir des actions de sobriété hydrique tout au long de l'année, et notamment on est en train de mettre en place tous les textes réglementaires qui permettront de faire de la réutilisation, du recyclage d'eau sur le site pour permettre de limiter les prélèvements dans le milieu, mais également des réglementations un peu plus contraignantes et plus ponctuelles que nous avons prises pour qu'en situation de sécheresse sur un territoire donné, les industriels aient l'obligation de réduire forfaitairement leurs prélèvements pendant les périodes où le territoire subit une situation de sécheresse, voilà, comme une contribution à l'effort collectif de sobriété. Voilà pour l'accidentologie. Si je vais sur les perspectives plus générales sur l'action de l'État, la manière dont nous adaptons nos méthodes de travail pour prendre en compte tout ce contexte, vous dire que le ministre Christophe Béchu, en 2023, avait validé nos orientations stratégiques pluriannuelles pour 5 ans, et je vais vous faire quelques focus, quelques extraits de ces orientations stratégiques.
Alors, en termes de contexte, je n'y reviens pas, je viens de vous parler des conséquences désormais très visibles du changement climatique. Nous sommes également sensibles et sensibilisés à tout l'enjeu de protection de la biodiversité dans cette dynamique en même temps de réindustrialisation du territoire. Je n'y reviens pas non plus, vous le voyez, toute notre action, elle est basée sur l'étude des leçons tirées des incidents et accidents. Donc nous sommes en permanence en train d'examiner comment faire évoluer nos attentes et nos méthodes de contrôle pour tenir compte de l'accidentologie sur les sites que nous contrôlons. Ça a été évoqué par M. Bourrier, une évolution tendancielle très lourde des types d'industries et de la manière dont elles sont organisées. Donc ça, c'est pour l'industrie légale. On a également une industrie illégale parfois. Alors, je mentionnais le traitement des déchets. Voilà, on peut avoir des sites, alors souvent de petite taille, qui se développent de manière un peu désordonnée et des trafics internationaux de déchets qui, pour le coup, sont très bien organisés. Voilà, c'est une zone d'investissement d'un certain nombre de mafias qui est très rémunérateur. En termes de contexte, on a à la fois des efforts de décarbonation de l'économie qui se traduisent par des transformations lourdes envisagées sur certains sites pour passer à des modes de fonctionnement moins carbonés, mais également l'émergence de toute une chaîne de valeurs nouvelles, les batteries, l'hydrogène, etc. Avec un renouveau minier également qui se profile, quelques projets très médiatisés sur le territoire. Et d'une manière générale, je n'y reviens pas, ça a été, je pense, très bien dit en introduction, des attentes très fortes des citoyens, très légitimes en matière de transparence, mais également des attentes assez fortes également des porteurs de projets industriels pour être accompagnés et avoir un État qui ne soit pas dans une posture surplombante de contrôle, mais qui soit plus en amont pour guider sur ce qui va être possible de faire et ce qui n'est pas raisonnable d'envisager au vu des enjeux du territoire, au vu de ses vulnérabilités, pour un projet industriel donné. Voilà, donc tous ces éléments de contexte se traduisent par le fait qu'au plan technique, on est à la fois fort d'un corpus réglementaire très bien établi sur, en gros, un bac de gasoil, comment ça brûle, quels sont les risques que ça présente, etc. Voilà, on a des modélisations, on sait comment ça fonctionne, on voit à peu près quelles sont les parades à mettre à côté. Et voilà, la science n'évolue plus beaucoup, quoique. On progresse encore un peu dans les modélisations, mais c'est quelque chose qui est bien connu à la fois des industriels, de l'administration, des riverains, ça peut être dialogué en CSS. Quand on parle de batteries au lithium, comme je vous l'indiquais, on est dans un territoire beaucoup plus exploratoire. Et donc, on aura un atelier cet après-midi qui permettra de regarder, nouvelles technologies, nouveaux risques. Et on est vraiment dans cette phase où tous les partenaires, quelque part, apprennent ensemble comment mieux appréhender le risque lié à ces nouvelles technologies, comment les encadrer au plus juste. Et puis, comme je vous l'indiquais, on a une inspection de l'installation classée qui passe d'une posture qui était de vérifier à un endroit donné que tel site ne présentait pas trop de risques pour les riverains, à une réflexion plus profonde sur l'accompagnement et la transformation de l'industrie. Et on demande à nos agents d'avoir une vision plus stratégique sur, mais est-ce que ce site-là qui fonctionne bien, qui fonctionne avec un niveau de risque jugé acceptable, est-ce qu'il ne pourrait pas aller plus loin dans sa décarbonation, dans l'usage plus sobre de la ressource en eau, etc. Et donc c'est un cran supplémentaire dans le dialogue qu'on a avec les industriels. C'est un dialogue qui se passe à toutes les étapes du projet, très en amont, mais également au cours de la vie des installations, pour aiguillonner, inciter à faire mieux, à faire encore plus propre, à faire encore plus sûr. J'ai mentionné quelques priorités sectorielles, donc un sujet de préoccupation sur l'accidentologie des déchets. Et donc là, vous trouvez un exemple de site qui n'est pas complètement dans la catégorie des sites légaux. Et donc, on a fort à faire avec ce genre de situation. Et un travail plus intégré, notamment avec la justice, avec les douanes, sur les questions de trafic internationaux de déchets. Mais également, et ça c'est un peu devant nous, puisqu'on a une directive européenne qui se discute en ce moment, d'avoir une approche encore plus structurée sur la qualité des sols. Il y a un certain nombre de sols qui peuvent être dégradés du fait d'activités industrielles passées. Souvent, on traite des situations héritées des décennies précédentes. Et dans ce domaine,
il faut qu'on arrive à faire travailler encore plus en synergie un certain nombre d'outils, de bases de données, d'expertise qu'on peut mobiliser pour se donner et pouvoir partager localement, clairement, quel est l'état des sols, qu'est-ce qu'on peut envisager d'y faire comme nouveaux projets, à quelles conditions, avec quels acteurs. Une démarche qui a été évoquée tout à l'heure par Cédric Bourrier, un travail sur l'accompagnement des projets en amont, pour que les industriels porteurs de projets arrivent avec un projet au moment où ils demandent leur autorisation officielle, quelque part qui a été bien pensé, qui intègre les contraintes, les vulnérabilités du territoire. Donc on travaille de la pédagogie, de la communication avec les fédérations professionnelles au niveau national. Les DREAL travaillent au niveau local, bien sûr, avec les porteurs de projets. On a devant nous, on va lancer une expérimentation pour évaluer la qualité des dossiers qui nous sont remis, puisqu'on a vu trop souvent dans les années passées des effets de ping-pong un peu longs, où on a une première version du projet qui présente un certain nombre de lacunes, et puis l'administration demande des compléments, il y a des compléments d'études, et puis l'administration redemande des compléments, alors il faut apporter encore. Donc tout ça prend beaucoup de temps, ça décourage un peu tout le monde, ça fait travailler de manière inefficace et les porteurs de projets et l'administration. Comme le mentionnait Cédric Bourrier, eh bien, en fait, ça retarde le moment où on est capable de porter le projet, de le faire connaître aux élus, aux citoyens pour qu'ils puissent donner leur avis. Et donc, l'idée de raccourcir les délais, c'est aussi de se donner la chance d'avoir des demandes qui soient bonnes du premier coup. Donc c'est très nouveau, voilà, on va se lancer avec des petites expérimentations, de se dire, bah voilà, cette demande qui m'a été déposée, est-ce qu'elle était complète? Est-ce qu'elle prenait bien en compte tous les enjeux? Est-ce qu'elle était compréhensible? Tout en restant un peu synthétique, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 5000 pages de documents illisibles pour attester du sérieux d'un projet industriel. Et donc voilà, donc ça c'est une démarche que nous allons lancer de manière exploratoire dans les prochains mois. Ça a été mentionné la proportion des procédures, c'est-à-dire que nous essayons de réglementer au juste besoin. C'est-à-dire que les activités qui présentent peu de risques relèvent du niveau de la déclaration, simple déclaration à l'administration, et l'exploitant doit respecter un certain nombre de règles techniques définies par arrêté. Celles qui présentent plus de risques, eh bien, soit l'activité est assez standardisée, et auquel cas elle bénéficie d'un régime d'enregistrement. Pareil, c'est une instruction courte et il faut respecter des règles établies au niveau national. Soit elle est plus complexe, elle s'insère dans un territoire peut-être avec des vulnérabilités particulières et auquel cas seulement on fait une procédure longue d'autorisation avec un examen extrêmement détaillé au cas par cas. Et donc cette nouvelle procédure d'autorisation environnementale, telle que ça a été rappelé, dans 3 semaines on change de méthode et on aura donc cette méthode où le dossier il va arriver. Et s'il est complet et régulier, c'est-à-dire qu'on pense que les méthodologies dont il est constitué sont à peu près bonnes, il est tout de suite mis en visibilité, mis en débat avec l'ensemble des parties intéressées pour une période plus longue de 3 mois. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça permet de faire évoluer aussi le projet et de bien prendre en compte les attentes des parties prenantes. Donc là, je vous ai parlé de ce qu'on fait, on va dire, le papier. Je vais vous parler du terrain, parce qu'en fait, la sécurité industrielle ne se fait pas que sur le papier, elle se fait essentiellement sur le terrain. C'est vraiment la manière dont les équipes sur le terrain exploitent leur installation qui lui donne son niveau de sécurité. Et là, on a eu un effort considérable, notamment à la suite de l'incendie de Rouen, pour réaugmenter le temps que nos équipes parvenaient à passer sur le terrain. Voilà. Et donc avec un nombre d'inspections qui a augmenté. Pour ça, on a essayé de faire de la place un peu dans leurs emplois du temps, de leur simplifier la vie sur d'autres tâches. C'est un effort énorme de nos inspecteurs. Voilà, je les en remercie d'ailleurs. Et c'est vraiment ça qui donne le sens de notre métier, puisque c'est vraiment en dialoguant avec les industriels, en voyant comment ils travaillent, en leur indiquant là où ils sont en train de prendre des risques et de faire prendre des risques, que nous faisons évoluer favorablement la sécurité des sites. Un effort de transparence également, puisque depuis 2022, tous les rapports d'inspection sont en ligne sur le site Géorisque. Et puis, on travaille pour l'année prochaine et les années suivantes à rendre plus robuste et plus moderne notre chaîne de déclaration des incidents et d'accidents, ce dont je parlais au début, en la dématérialisant et en l'interfaçant mieux avec nos bases de données. Donc voilà, c'est un chantier qui est en cours à la DGPR.
Et enfin, je souhaitais terminer, et pour lancer aussi la suite de la journée, sur toutes les questions de partage de la connaissance et de gestion des données. Donc on fait chaque année un bilan annuel d'inspection des ICPE au niveau national, que vous pourrez retrouver sur le site du ministère. Et également, on encourage les différentes réals à faire une conférence de presse, un point presse, pour rendre compte de cette action au niveau local. Ça nous paraît très important, c'est l'occasion d'avoir un regard un peu plus distancié, un peu plus à froid, et un temps de dialogue sur comment évolue le risque industriel au niveau local. On travaille comme je l'ai mentionné, sur nos bases de données, donc ce travail à la fois sur les déclarations d'accidents. On va également lancer un travail sur la capitalisation des signalements, quand quelqu'un se plaint auprès de l'administration en disant trop de bruit, trop d'odeur, etc. Pour rendre ça un peu plus robuste, parce qu'actuellement ce genre de signalement arrive par tout moyen, et parfois ne trouve pas tout de suite la bonne administration compétente pour s'en occuper. On a également, à la suite de l'incendie de Rouen, mis en place des outils cartographiques pour mieux visualiser sur un territoire donné qui est marqué par un panache de fumée, par exemple, où ont été faits des prélèvements dans l'environnement et quels sont leurs résultats. Et donc on a eu l'occasion de l'essayer une première fois en vraie grandeur à l'occasion d'un incendie de batterie d'ailleurs, en Aveyron. Tout ça pour, comme je l'ai indiqué, rendre plus modernes nos bases de données, mieux les faire dialoguer et, in fine, pouvoir donner cette matière de manière plus structurée, en visibilité au public. Nous espérons que ça permettra de nourrir les débats et les travaux dans les S3PI, dans les CSS, comme ça a été évoqué. Ça ne suffit pas d'avoir des informations, parce que c'est important de les avoir remises en contexte, mais avoir cette approche plus exhaustive d'un certain nombre de données environnementales, nous pensons que ça contribuera à redynamiser ce dialogue local. Voilà quels étaient brièvement les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous sur ces tendances accidentologiques et surtout la manière dont on s'en saisit. Eh bien, un grand merci, Madame Riga, et je vous propose de l'applaudir.